Je remuerais ciel et terre. Vous ne seriez plus en sécurité nulle part si je m'attaquais à vous. C'est pas des conneries. Vous pouvez me croire. J'ai réglé leur compte à pas mal de gens. Vous pourriez bien braquer une arme sur moi si j'avais une dent contre vous. C'est pas ça qui m'empêcherait d'avancer. Pour m'arrêter, il faudrait me tirer dessus. Et vous auriez bien tort de ne pas me tuer parce qu'à notre prochaine rencontre, c'est moi qui vous tuerai. We're going to conduct a plant search here. Put your arms out. En 1991, la chaîne américaine HBO interviewe Richard Kuklinski, un tueur à gages appelé l'Homme de glace, pour une émission spéciale de la série America Undercover. Combien de personnes avez-vous tué? Ça doit aller chercher dans les... disons... plus d'une centaine. Après toute une vie de tueur à gages, Kuklinski est finalement arrêté par un agent double équipé d'un micro-émetteur. You willing to go on a contract? If the price is right, I'll talk to anybody. Yeah, but how the fuck do you put it together, like, you know what I'm saying? Oh, there's always a way, there's a will, there's a way, my friend. Richard Kuklinski est l'un des plus dangereux criminels qu'il y ait jamais eu dans ce pays. Il a tué par balle, par strangulation, en empoisonnant la nourriture de ses victimes. Il a fait tout cela en même temps, le tout en affichant une vie de famille des plus paisibles. Sa femme et ses enfants ignoraient tout de ses activités. Pourtant, nous détenons des preuves irréfutables qu'il a commis quantité de meurtres épouvantables. En 1986, les forces d'intervention du New Jersey contre le crime organisé mettent en place une souricière devant la maison de Kuklinski. Les hommes s'y mettent à 5 pour le neutraliser et lui passer les menottes. En effet, le tueur fait 1,95 m et pèse 136 kg. L'homme de glace est enfin arrivé au bout de sa carrière de maître du crime. Richard Kuklinski sait qu'il ne sortira jamais de prison. Il n'a rien à perdre. Aussi lève-t-il le voile sur ces années où il était tueur à gages pour le compte des Gambino, une famille de la mafia. Il parle des événements qui en ont fait celui que la police a appelé l'homme de glace. Je détestais mon père. Si j'avais pu, sans doute, l'aurais-je tué. Et cela m'aurait fait sûrement plaisir. Mon père me battait pour un rien. Je n'avais qu'à lever les yeux sur lui. C'est de lui que me vient cette impression d'être déconnecté quand quelqu'un meurt sous mes yeux. C'est surtout les grandes gueules. Les grandes gueules me rappellent mon père. Quand une grande gueule s'en prend à moi, je pars au quart de tour. Il ne m'en faut pas plus. Un soir, dans un bar, une grande gueule commet l'erreur d'insulter Kuklinski, alors âgé de 18 ans, et de le faire en public. Quelques heures plus tard, l'homme de glace entrevoit la possibilité de lui rendre la monnaie de sa pièce. En sortant du bar, je l'ai vu qui dormait dans sa voiture. Je me suis dit, je te tiens, petit con, ça va être ta fête. Je vais t'offrir un feu d'artifice. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai dégoté une bouteille, de l'essence, et j'ai lancé le tout dans sa bagnole. Il fallait l'entendre hurler dans les flammes. Sa voiture brûlait. Ça sentait le cochon brûlé. J'ai poursuivi ma route et quand j'ai tourné au coin de la rue, on entendait toujours ces cris.
Là, c'était juste moi. Je l'aimais pas, ce type. Qu'est-ce qu'il vous avait fait? Il m'avait fichu en rogne. À 25 ans, Richard Kuklinski peut tuer de sang-froid. Dorénavant, il veut être payé pour ça. Il y a de l'argent à se faire dans le meurtre sur commande. Pour faire preuve de ses capacités, il passe une audition devant Roy DiMeo, un patron de la mafia. Il m'a dit, bon, si tu dois te joindre à nous, ce que j'attends de toi, c'est que si je te dis de dessouder un type, tu le fasses sans poser de questions. J'ai répondu oui, ça devrait pouvoir se faire. Et lui, comment ça? Tu peux ou tu pourrais? Tu penses pouvoir le faire? Oui, je pense que je pourrais. Il a demandé à Freddy d'aller chercher la voiture. Il y est allé. Lui et moi, nous nous sommes assis à l'arrière et Freddy était au volant. On est allé quelque part, je ne sais pas où, c'était à New York. On est resté là pendant un moment. On est arrivé à destination. On a attendu un peu et de loin, on a vu un type qui venait vers nous. Il promenait son chien. Roy a dit, bon, tu vas descendre ce mec? J'ai demandé, hein, quoi? De qui tu parles? Il a répondu, ce mec-là qui promène son chien. Alors je suis descendu de la voiture. Je me suis dirigé vers ce type qui promenait son chien comme n'importe quel Pékin. Quand on s'est croisés, je me suis retourné et je lui ai tiré dessus. Freddy et Roy se sont arrêtés. Je suis monté dans la voiture et on est parti. Et voilà comment je me suis retrouvé mêlé aux affaires de Roy. Un bouge, appelé Gemini Lounge, à Brooklyn, sert de repère à Roy DiMeo. C'est une véritable maison de l'horreur où plus de 100 personnes seront assassinées et coupées en morceaux en attendant que DiMeo et sa bande de tueurs à gages s'en débarrassent. Après avoir fait ses preuves, Kuklinski devient bientôt l'un des collecteurs de fonds préférés de DiMeo. Celui-ci passe des commandes que Kuklinski exécute sans poser de questions. Il voulait que je m'occupe de ce type, mais il voulait d'abord lui parler. Arrivé sur place, j'ai demandé l'argent au mec. Il a répondu qu'il ne l'avait pas, que Roy n'avait qu'à attendre qu'il en trouve, un point c'est tout. Il devait attendre. Je lui ai dit qu'il allait devoir parler à Roy, qu'il voulait lui parler. J'ai composé le numéro et lui ai passé le combiné en disant « Tiens, il veut te parler ». Je suppose qu'une sorte de mise en scène devait lui faire croire que tout allait bien parce qu'il m'a rendu le combiné en disant « Je t'avais bien dit qu'il attendrait. Il est dans de meilleures dispositions, t'inquiète pas. Il veut te parler maintenant. » J'ai repris le combiné et Roy m'a dit « Tue-le. » Alors je lui ai tiré dessus. J'ai raccroché, je suis parti. Je ne suis jamais que l'homme des situations difficiles. C'est tout. Je me considère comme un type qui fait quelque chose parce que quelqu'un d'autre le lui demande. Et qu'il me paye bien pour ça. Au début des années 80, cela commence à sentir le roussi pour les Campinos. Une vaste enquête remonte jusqu'à leur patron, Paul Castellano.
Au fur et à mesure que la pression augmente, la famille se fait de plus en plus de soucis quant à d'éventuels témoins. L'un, notamment, pose un problème majeur. Il s'agit de Peter Calabro. La famille passe commande et c'est Kuklinski qui décroche le contrat. Le 14 mars 1980, Kuklinski roule depuis des heures sur une route enneigée de Saddle River, dans le New Jersey. Il attend un appel sur son talkie-walkie. J'ai reçu un appel me disant qu'il était en route. Il allait arriver. Il neigeait. Les routes étaient très mauvaises. La chaussée était glissante, verglacée. J'avais une camionnette. Je crois que c'est là, au dernier moment, que j'ai modifié mon plan. J'ai décidé de me garer sur la voie de droite. Cela me donnerait l'avantage parce que comme ça, en arrivant à ma hauteur, il n'aurait plus qu'une seule voie. Je suis passé à l'arrière de la camionnette et je suis sorti. Avec mon arme, bien sûr. Je me suis agenouillé, j'ai regardé sous la camionnette pour voir à peu près où il était. J'ai vu la voiture arriver. Quand elle a été presque à la hauteur de la camionnette, je me suis relevé au moment où elle est passée. J'ai tiré. Je ne connaissais pas cet homme. Je ne savais pas quelle tête il avait, ni ce qu'il faisait. Le lendemain, j'ai lu qu'il était de la police. Cela dit, même si je l'avais su, à partir du moment où on m'avait demandé de l'effacer, je suppose que je l'aurais fait de toute façon. Je ne pense pas que j'aurais refusé. Kuklinski a tué un flic qui a mal tourné et vendu des renseignements aux Gambino. Un flic qu'il fallait bien éliminer avant qu'il ne devienne un témoin à charge. Pour Kuklinski, des contrats comme le meurtre de Calabro sont de nature purement professionnelle. C'est ainsi qu'il gagne de quoi faire vivre sa famille. L'homme de glace mène une double vie. Il habite une rue tranquille de Bergen dans le New Jersey, entouré de voisins qui ne se doutent pas le moins du monde qu'ils vivent à côté d'un tueur de la mafia. Il fait tout pour que personne, pas même sa propre famille, ne découvre jamais qui il est réellement. Je ne lui posais jamais de questions. Je savais qu'il valait mieux m'en abstenir. S'il se levait à 2 heures du matin, s'il quittait la table au beau milieu du repas, enfilait ses chaussures et s'en allait, je disais juste au revoir. Pas où vas-tu, ni pourquoi tu sors. Il était entendu que c'était comme ça. C'est auprès de Barbara que j'étais le plus heureux. Elle n'a jamais été impliquée dans quoi que ce soit. Je ne lui disais jamais rien. Si je lui avais dit ce que je faisais, elle aurait eu la peur de sa vie. Elle savait que j'étais d'un tempérament violent. Et j'étais effectivement violent. Mais elle ne se doutait sûrement pas que je pouvais aller aussi loin. Le temps que Richard Kuklinski passe en famille est sacré. Toute intrusion le met en rage. À plus forte raison si cela se produit pendant les vacances. Il y avait un type qui me devait dans les $1 600. Noël arrive. Je vais le voir et il me dit « Viens avec moi, on va se payer du bon temps. On va faire la fête, trouver des filles, tout ça. » Moi, je réponds « Non. C'est cet argent que je veux. J'ai des choses à acheter. » Et le voilà qui me raconte une histoire. Des salades. Je l'ai planté là. J'étais plutôt en rogne. J'ai pris un bus et je suis rentré chez moi.
Je me suis mis à préparer les jouets pour les gosses. Mais ça me travaillait, ce truc. Ça me contrariait. Ça fichait mes projets en l'air. Le soir de Noël, après minuit, toute la famille est allée se coucher. Kuklinski prend sa voiture et se rend à New York. Je suis allé dans son bar. On m'a dit qu'il venait de sortir, qu'il était garé tout près de là, sur un parking. Le parking était fermé, mais il y était. J'ai vu sa voiture, le moteur tournait, mais elle était couverte de neige. J'ai frappé à la vitre. Il m'a dit « Salut toi, content de te voir. Allez viens, monte. » J'ai fait le tour, je me suis installé à la place du passager et je lui ai parlé. Je lui ai dit « Écoute, j'ai besoin de cet argent, ça va pas, ça. Tu me prends vraiment pour une andouille. » Je tenais le revolver dans la main et j'en avais vraiment marre de ce bavardage. Il n'arrêtait pas de bavasser. Et j'ai tiré. Je ne voyais rien du tout parce que les vitres étaient couvertes de neige. Quand le coup est parti, l'éclair m'a aveuglé. J'ai vu 36 chandelles. Mes oreilles tintaient. Ça avait fait un bruit d'enfer dans une voiture. Je n'entendais rien, je ne voyais rien. Là, j'ai paniqué. On ne savait pas ce qui allait se passer. En tout cas, je l'avais touché à la tempe. Et quand il est retombé en arrière, le second coup l'a atteint sous le menton. Quand j'ai enfin pu voir quelque chose, je lui ai fait les poches. Il avait un rouleau de billets. J'ai pris mes $1600 et j'ai remis le reste. Je suis descendu de sa voiture et je suis parti. Voilà ce qui s'est passé un soir de Noël à New York. L'homme de glace tue par balle, à l'arme blanche, au cocktail Molotov et au cyanure. Mais il aime aussi faire des expériences. Avec l'arbalète, je lui tire une flèche en plein front. En fait, je voulais juste voir si ça marchait. Que faisait-il à ce moment-là? Il me regardait. Il était assis et vous étiez debout devant lui? Non, il s'est baissé pour me parler. J'avais fait semblant de lui demander ma route. Je ne le connaissais pas. C'était un contrat, un coup de colère, quelque chose de personnel? Rien de tout ça. C'était quoi? Je voulais juste savoir si ça marchait, ce truc. Vous voulez dire que vous avez fait une expérience sur quelqu'un? C'est cela. Et ça a marché? Mais comment? Ça lui a presque traversé la tête. Kuklinski est toujours en quête de nouveaux modes d'opération pour ses meurtres. Dans les années 80, il fait équipe avec un homme surnommé Mr. Softy. Ce marchand de crème glacée à l'air débonnaire est en fait un expert en explosifs formé à l'armée, un tueur brutal et pervers. Mr. Softy s'appelait Robert Prongay à l'état civil. Il avait pour habitude de se déplacer à bord d'un camion de crème glacée Softy, d'où son surnom. Il s'est lié d'amitié avec Kuklinski
et ils sont devenus intimes. Il semble que ce soit grâce à cette amitié que Kuklinski a appris à manier divers poisons, notamment le cyanure. Il m'a vraiment appris beaucoup de choses. Mais il était complètement fou. Il lisait toutes sortes de livres sur la destruction, l'art et la manière de détruire les gens. Il se déplaçait à bord d'un camion de crème glacée Softy. C'est comme ça qu'il dénichait les gens, repérait les lieux, élaborait les tactiques les plus efficaces. Il opérait parfois directement depuis son camion. Et il vendait des glaces. Exactement, les glaces de Mr. Softy. Il roulait dans un camion de crème glacée Mr. Softy. Vous avez vu? Il vendait des glaces. Il vendait des glaces aux gamins du quartier? Eh oui. Et il patrouillait dans ces quartiers. Il vendait des crèmes glacées aux gamins et il pouvait tuer leur père. Le 9 août 1984, Mr. Softy est retrouvé mort, affalé sur la banquette de son camion de crème glacée. Il avait été tué de plusieurs balles dans la tête. Je pense que Kuklinski a tué Prangay parce qu'il se servait de lui. C'était une source d'information pour lui. Il utilisait ses connaissances. Sans doute accompagnait-il Mr. Softy dans ses virées, dans ses contrats. À un moment, il a dû se dire qu'il devait reprendre les rênes en main. Il avait peut-être dit à Kuklinski quelque chose qui lui avait déplu, qui sait. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est Kuklinski qui a décidé de l'éliminer. Après le meurtre de Prangay, on loue les services de Kuklinski pour un contrat extrêmement dangereux. Personne d'autre ne s'y serait risqué. Là, dans une boîte de nuit bondée, la technique du meurtre au cyanure hérité de Mr. Softy va se révéler fort utile. C'était pas facile pour moi de l'approcher dans une boîte de nuit. J'étais vraiment mal parce que l'emploi du temps était serré. Alors j'ai regardé ces gens, et il se trouve qu'il y avait quelques homos qui dansaient, discutaient, tout ça. Et personne ne leur accordait la moindre attention, quoi qu'ils fassent. En fait, les gens évitent de fixer les homos. D'où l'idée de me déguiser en homosexuel. Mais comment est-ce que j'allais bien pouvoir m'en tirer? Un mec de 136 kilos qui joue les folles, c'est un peu tiré par les cheveux, non? Alors, tant qu'à faire, j'ai joué le tout pour le tout. J'ai trouvé les nippes les plus folles dingues que vous puissiez imaginer. J'étais l'homo par excellence. Bien sûr, ça risque de vexer la communauté gay, mais j'ai rien contre eux, moi. Enfin, j'ai dégoté un pull jaune canari, un falzar fluo, des pompes à semelles compensées, moi qui suis déjà grand. Et me voilà perché sur ces trucs à jouer les tantes. Je m'amène, je me mets à danser. J'étais là sur la piste et ils allument les lumières. Ces trucs-là, vous savez, les stromboscopes. S'il y a une chose que j'ai en horreur, c'est bien ces machins-là. On n'y voit rien, ça fait mal aux yeux. Enfin bref, j'essaie de me rapprocher du mec. Et je suis là à déconner. Je faisais vraiment tapette. C'est comme ça qu'on dit, je crois. Je me rapproche de lui et je le bouscule.
Dans ces endroits-là, tout le monde bouscule tout le monde. Mais lui, il a eu une crise cardiaque. Parce que j'avais une seringue hypodermique. Et quand je l'ai bousculé, je l'ai piqué avec. Qu'y avait-il dans cette seringue? Là, une crise cardiaque. Richard Kuklinski est un tueur de sang-froid, cela ne fait aucun doute. Et bien des gens pensent que c'est pour cela qu'on l'appelle l'homme de glace. Mais les forces de l'ordre ont une autre raison de lui donner ce sobriquet. Car pour brouiller les pistes, il met parfois ses victimes au congélateur pendant de longues périodes, entraînant une confusion quant à l'heure de la mort. Ce fut notamment le sort d'un certain Louis Masguet. Sur ce coup-là, il a péché par excès. Il avait laissé le corps au congélateur pendant plus de 2 ans. Puis il l'a ressorti et s'en est débarrassé. Or, on l'a retrouvé avant qu'il soit complètement décongelé. Quand le légiste a pratiqué l'autopsie, il a trouvé de la glace à l'intérieur du corps. Et on était en plein été. L'expert s'est dit, il y a quelque chose qui cloche. La mort ne peut pas remonter à quelques jours. Une fois le corps de Louis Masguet découvert à moitié décongelé, l'étau commence à se resserrer autour de Kuklinski et de son patron Roy DiMeo. Sous la pression, DiMeo se met à paniquer. La famille a peur qu'il craque et n'en vienne à témoigner contre elle. Dans leur esprit, cela ne fait aucun doute. Il faut l'éliminer. En 1983, on retrouve le corps de DiMeo dans le coffre d'une voiture. Il a 5 balles dans la peau et la mort remonte à 1 semaine. Certains pensent que Kuklinski pourrait en être l'auteur. Que savez-vous sur ce meurtre? DiMeo? On n'avait plus besoin de ses services et... il était sur une mauvaise pente. Tout le monde pensait qu'il était sur le point d'aller chez les flics. Cela vous a fait quoi quand il a été tué? Qu'avez-vous ressenti? J'étais dévasté. Non, je blague. Quoi? Je vous mène en bateau. J'étais pas dévasté. C'est ma façon de faire de l'humour. Mais à ce moment-là, je me suis dit que ça ne pouvait pas toucher un plus chic type. Si quelqu'un devait mourir ce jour-là, il avait bien choisi son jour. Pendant les 3 années qui suivent, l'Office de la répression du crime organisé du New Jersey concentre ses efforts sur Kuklinski. Celui-ci se sent acculé et se met à éliminer quiconque pourrait révéler ses activités criminelles. S'il vous donne du « mon ami », vous avez du souci à vous faire. Les amis d'hier deviennent vite les ennemis de demain. L'un de ses amis reconverti en ennemi a été son associé. Son nom, George Maliband. Georgie boy. Le petit Georgie. Je l'aimais bien. Sans blague. Je l'aimais bien. C'est un des rares pour qui j'ai eu réellement de l'affection. Mais Maliband prend de mauvaises habitudes. Il accumule des dettes de jeu qui s'élèvent à plusieurs milliers de dollars. Kuklinski se porte garant pour lui, mais lui conseille de payer. C'est alors que Maliband commet une erreur fatale. Il menace Kuklinski de s'en prendre à sa famille s'il ne le couvre pas.
Là, il m'avait piqué au vif. Sur le coup, ça m'avait secoué, mais j'essayais de ne pas le montrer. Je pensais qu'il disait ça seulement parce qu'il était nerveux, qu'il débloquait. Apparemment, c'était plus grave que ça. L'homme de glace ne parvient pas à oublier que Maliband a menacé sa famille. Quelques semaines plus tard, il commence à envisager de le supprimer. On est monté dans le break et je lui ai dit: George, tu penses vraiment ce que tu dis quand tu parles de t'en prendre à ma famille pour faire pression sur moi? Il a répondu: c'est le seul moyen de t'avoir. Le seul moyen de te coincer et de te faire faire ce que je veux que tu fasses, c'est de m'attaquer au tien. Je lui ai dit: c'est vraiment con ce que tu dis là, George. Sachant ce que ma famille représente pour moi, tu devrais bien te rendre compte que je risque de le prendre très mal. Il a rétorqué: mais non, tu ne le prendras pas mal. T'aurais trop peur qu'il arrive quelque chose à tes enfants. J'ai dit: eh ben c'est là que tu te trompes, George. Parce que je vais mettre fin à tout ça. D'ailleurs, je vais y mettre fin tout de suite. Et j'ai tiré 5 fois. Comme il était juste à côté de moi, j'ai vu les balles lui rentrer dedans. On était assis dans le break, moi au volant, le petit George à la place du passager, comme ça. Les balles ont fait bang, bang, bang. Et encore bang, bang. Je voyais le tissu de sa veste qui bougeait. Parce que les balles, ça fait des petites marques. Ça faisait comme des brûlures sur le tissu. Kuklinski se débarrasse volontiers des cadavres en les mettant dans des tonneaux. Mais avec George Maliband, 1m82, 136 kg, la chose n'est pas facile. Une fois que je l'avais descendu, j'ai eu un problème avec une jambe. Un sacré problème, vous pouvez me croire. Je pouvais bien faire ce que je voulais, pas moyen de la caser, il a fallu couper. J'ai mis le couvercle, j'ai roulé jusqu'à Jersey et là je l'ai balancé. Le lendemain matin, un passant remarque un tonneau métallique renversé sur le côté. Il s'approche pour voir cela de plus près et voit une paire de jambes dont l'une, ensanglantée, a été démantibulée. Il s'agit du corps de George Maliband. Et la police sait bien que Kuklinski est le dernier à l'avoir vu vivant. La répression du crime organisé du New Jersey a dorénavant une mission bien précise: réunir suffisamment de preuves pour arrêter et confondre Richard Kuklinski. Nous avons alors utilisé la méthode de l'infiltration. Un agent fédéral s'est introduit sous un faux nom dans l'entourage de Kuklinski. Dominique Polifron a su gagner la confiance de l'homme de glace et a enregistré des conversations où il raconte en détail sa participation au meurtre. Je me suis présenté comme un homme de main. J'ai dit que je travaillais pour la mafia de New York et que mon frère était un gangster. Et j'ai dit que je m'appelais Dominic Michael Provenzano. I just have a few problems I want to dispose of. I have some rats I want to get rid of. Yeah. The only fucking thing I don't understand, don't you use a fucking piece of iron to get rid of these fucking people? Use this fucking cyanide? Why be messy? You do it nice and calm. Les enregistrements réalisés par l'agent secret permettent de démasquer Richard Kuklinski. Sa carrière de tueur à gages est terminée. Lors de son procès, ses proches comprennent qu'ils ignoraient totalement qui était Richard Kuklinski et que le terrifiant homme de glace et lui ne faisaient qu'un. Richard Kuklinski a été condamné à plusieurs peines de perpétuité qu'il purge maintenant au QHS de la prison de l'État du New Jersey. Ironie du sort, son jeune frère Joey purge lui aussi une peine de perpétuité dans le même établissement.
Il avait 25 ans lorsqu'il a été condamné pour le viol et le meurtre d'une enfant de 12 ans. Après avoir étranglé la fillette, il avait traîné son corps par les toits avant de la jeter, elle et son petit chien, d'une hauteur de 12 mètres. Est-ce que vous voulez parler de votre frère? De quoi voulez-vous parler? Il n'y a rien à dire. Nous n'avons encore jamais parlé de lui. Puisque vous le souhaitez, parlons-en. Il est ici depuis quelque chose comme 25, 27 ans. T'as fait un bail 25 ans. Je ne suis pas totalement sûr, ça doit être dans ces eaux-là. Et il est ici pour meurtre? Oui. Que s'est-il passé? Quel âge avait-il? C'était un jeune homme. 20 ans et quelques, je crois. Et dans son cas, que s'est-il passé? Pensez-vous qu'il soit le produit de ce que vous-même avez subi? On a le même père. Est-ce que vous le voyez? On se croise. Vous lui dites bonjour et vous continuez votre route? Ça va, Joey? Et toi? Prends soin de toi. C'est tout? Je vous l'ai dit, je suis pas un bavard. Et encore, j'en fais beaucoup avec lui. Et il essaye de vous parler, lui? En fait, je crois qu'il en dit encore moins que moi. Réflexion faite, je crois qu'il répond même pas. C'est dommage. Ça dépend comment on voit la chose. Richard, si par miracle vous deviez sortir demain, c'est une supposition, que feriez-vous? Mèneriez-vous la même vie ou feriez-vous autre chose? Non, c'est du passé maintenant. Ça fait 10 ans que je vis sans violence. J'ai plus vraiment envie de ça. Je crois que je ne pourrais même plus jouer le jeu. Je commencerai sûrement par me faire descendre moi-même. Non, je ne recommencerai pas. J'aimerais bien me retirer dans un endroit calme et tranquille, sans porte qui claque, sans cris ni hurlements. Ce que je voudrais en fait, c'est juste un endroit où pouvoir penser tranquillement. Y a-t-il un meurtre que vous refuseriez de commettre, même si on vous payait pour? Oui. C'est-à-dire? Je ne tuerai pas un enfant. Et une femme non plus, sans doute. Avez-vous jamais pensé à épargner quelqu'un? Et si oui, pour quelle raison? Oui. Mais après réflexion, je l'ai tué quand même. Avez-vous jamais tué quelqu'un que vous aimiez bien? Tous mes amis sont morts. À un moment donné, j'ai certainement eu de l'affection pour eux. Mais pas au moment où vous les avez tués. Je les aurais peut-être tués quand même. Le code d'honneur du milieu, ça n'existe pas. Vous savez, j'ai atterri en prison à cause d'un ami de 30 ans. Je l'aimais bien. Quelle erreur. J'avais un ami de trop. Je purge maintenant des peines de perpétuité à cause de ce seul ami. C'est le seul ami que je n'ai pas tué.
Hoffa? Oui. Je ne sais pas, je ne sais rien sur Jimmy Hoffa. Bon, enfin, disons que la rumeur... La rumeur, c'est qu'il aurait été enterré dans une voiture japonaise. On raconte qu'on l'a pris fourré dans un tonneau, qu'on a mis le tonneau dans le coffre d'une voiture, laquelle aurait été mise dans un broyeur avec d'autres voitures, écrabouillée, et le tout aurait été envoyé au bout du monde. C'est ce que j'ai entendu dire. Je ne sais pas. La dernière fois que je vous ai posé la question, vous disiez qu'il s'agissait d'une Toyota. C'était peut-être une Toyota. Une petite voiture japonaise.